vérité, voilà le grand encens austère qu'on doit à cette masse où palpite un mystère. Victor Hugo, 1870. Donc voilà, notre travail, c'est ça. C'est de donner à cette masse, j'imagine le peuple, où palpite un mystère, donc qui est assez... dont nous faisons tous partie, et ce qui est assez incompréhensible dans sa palpitation intime, on lui doit cette vérité. Mais alors, accoler à vérité le grand encens austère, c'est impressionnant, presque écrasant en réalité. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de tout à fait volatile et presque insaisissable. Et là, le grand encens austère, ça impressionne. Bruno Patino, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme de médias, vous êtes aussi un agitateur d'idées, vous êtes un écrivain. Vous êtes actuellement président de Arte France. Ça fait 4 ans que vous occupez ces fonctions. Vous avez, avant ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire, et vous n'aimez pas cette ribambelle biographique de diplômes, mais vous avez quand même grandi dans la région parisienne, vous avez fait Sciences Po, l'ESSEC, l'université Johns Hopkins, et vous avez même publié une thèse il y a 24 ans sous le titre de Pinochet s'en va. Ça raconte cette rencontre que vous avez faite avec le général Pinochet, le Chilien, lorsque vous étiez correspondant du Monde en Amérique latine. On va en parler, mais je dois aussi dire que vous avez écrit des best-sellers sur tout ce qui concerne le champ numérique, la civilisation du poisson rouge, c'est vous, chez Grasset, une presse sans Gutenberg, que vous avez coécrit avec Jean-François Vogel, et puis la condition numérique. Voilà. Ce sont des livres qui ont marqué la réflexion d'une science qui naît avec l'ère numérique. Et donc, nous n'allons pas beaucoup en parler, mais quand même, j'aimerais bien signaler que votre curiosité est un peu protéiforme. Elle est à la fois dans le médium, dans le média, dans le contenu, dans le contenant. Voilà. Petit questionnaire de Proust. Est-ce que vous l'acceptez, Bruno Patino ? Allons-y. Votre père est bolivien et votre mère est française de Roubaix, du Nord. Qu'est-ce que cette double culture a façonné en vous, à votre avis ? C'est ça, une double appartenance en réalité. C'est-à-dire, quand vous grandissez en France, forcément, vous êtes attiré par l'endroit de cette double culture où vous n'êtes pas, et inversement, quand vous êtes en Amérique latine, chaque jour vous rappelle la France. Et ce n'est pas du tout une position inconfortable en réalité, parce que c'est une position où on a toujours l'impression de pouvoir aller autre part. Échapper. Peut-être s'échapper, ou rentrer, ou partir, mais en tout cas, oui, il y a cette espèce de profondeur de champ permanente. De circuler. Et alors, est-ce que ça vous donne, à votre avis, une ardeur plus grande à chercher l'unité intérieure dans les choses, à pas trop vous éparpiller? Ça me va très mal. Moi, je m'éparpille tout le temps. Donc, on pourrait presque le dire à l'inverse. Peut-être que ça pousse à l'éparpillement. Est-ce que vous diriez que la pratique du violon, que vous faites depuis le plus jeune âge, vous concentre quelque chose de votre attention? Oui, bien sûr. La musique, mais aussi la natation, en réalité. Pour moi, c'est deux choses qui sont absolument identiques. La musique et la natation, c'est des moments presque méditatifs, en réalité. Donc oui, bien sûr. Pourquoi presque? Non, totalement méditatif. Voilà. Est-ce que c'est parce que vos mains sont occupées et qu'il n'y a pas d'image dans ces deux activités? Je pense que parce qu'il y a une espèce de... Et surtout la musique, quand vous faites des exercices, en fait, des gammes ou autres, etc., c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de rituel automatique qui se met en place, qui fait qu'à un moment, je ne sais pas comment vous dire, cette répétition fait que vous prenez de la distance par rapport à tout. Et puis effectivement, vous n'êtes concentré sur rien d'autre que ce que vous êtes en train de faire, à un moment ou un autre. Et le rapport au temps dans ce moment-là, ça s'étire? Non, c'est très étonnant, c'est-à-dire que oui, le temps à la fois disparaît, mais en même temps, vous rendez compte que vous nagez toujours à la même vitesse, donc finalement, vous avez un rapport au temps très millimétré, et que quand vous faites de la musique, vous en faites toujours à peu près sur la même durée. Donc, c'est une sorte de parenthèse temporelle. Ouais. Et comme si vous étiez toujours aussi un peu inscrit dans ce temps, parce que vous avez une discipline de ne pas passer 3 heures de suite à jouer du violon, par exemple. Vous avez
mis ça dans votre agenda comme un temps particulier Oui, avec un début et une fin. j'ai toujours fait ça, oui, surtout. Mais bon. Vous avez l'air de le regretter. Enfin, surtout, non, peut-être pas surtout, mais enfin, c'est bizarre de répondre ça, mais enfin, c'est bizarre. Mais en réalité, ça m'a beaucoup toujours intéressé ces questions de répartition du temps. Chez Aristote, dans la règle de Saint-Benoît, dans toute cette histoire de dire d'organiser son temps de façon un peu régulière. Finalement, d'une certaine façon, ça ne vous enferme pas, mais ça vous libère. Cette espèce de paradoxe qui est que, voilà, un peu s'insérer. Et puis après, on fait des métiers. Quand, vous avez dit, quand vous devez faire une grille de télévision, les contraintes horaires, avant j'ai fait un peu de radio. C'est millimétré. Et même quand vous faites de la presse écrite, l'heure du bouclage est une heure sacrée. Donc, vous passez votre temps à avoir une horloge dans la tête, en réalité. Donc, voilà. Si vous deviez expliquer en 3 phrases ce qui vous attache au continent sud-américain. Oh ben ça, c'est assez simple. Mon père, pour des raisons évidentes, l'imaginaire. Pourquoi ? D'abord parce que je pense que ce continent charrie une part d'imaginaire vraiment forte. Alors on peut appeler ça le réalisme magique quand il est littéraire, on peut appeler ça les mouvements politiques, que ce soit révolutionnaires ou autres. On peut même faire appel aux bandes dessinées de notre enfance, Tintin et le Temple du Soleil. Donc ça charrie un imaginaire absolument extraordinaire. Le réalisme magique, ça colle parfaitement à ce continent. Donc à ce territoire aussi. C'est cette deuxième raison évidente. Et puis surtout, à l'âge que j'ai, dans les années 80, dans les années 70, l'imaginaire que charriait l'Amérique latine est absolument immense. Donc il y a évidemment cet aspect-là des choses. Et puis le troisième point, c'est comment vous expliquer ça, un espèce d'attachement personnel qui s'est construit avec le temps, oui, bien sûr. Et qui n'est pas lié à la langue, particulièrement ? Oui, bien sûr, mais l'espagnol, il est protéiforme en Amérique latine, comme vous le savez. Oui. C'est-à-dire que vraiment, l'accent argentin n'a rien à voir avec l'accent colombien, qui est très différent de l'accent bolivien, etc., etc. Et encore, on parle là de l'Amérique latine hispanophone, pour ne pas parler de l'Amérique latine lusophone. Et puis, il y a les langues indiennes qui existent. Et donc, peut-être la langue un peu, qu'on retrouve en littérature, évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment... Mais je cite dans Rire avec le diable, je cite vraiment cette phrase de Régis Debray que j'ai toujours trouvée parfaite, c'est-à-dire l'Amérique latine et l'écran vierge sur lequel les Européens projettent leur imaginaire. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, ça c'est clair. Et ça arrive encore à beaucoup d'entre nous, je crois. Bruno Patinoa, prêtre, a compté pour vous à l'adolescence. Il vous a initié à la lecture de Valadier, de Marx, de Nietzsche. C'est le père Jean-Claude B. Qu'est-ce que vous lui devez vraiment ? Ben ça. C'est-à-dire, non, en fait, un éveil, mais après on rentre dans l'intime, si vous voulez, mais un éveil intellectuel et spirituel. Et surtout cette idée que les deux étaient mêlés. C'est surtout ça qui m'a vraiment marqué, c'est-à-dire que malgré tout éveil intellectuel avait des conséquences spirituelles et inversement, qu'il n'était pas possible de s'éveiller spirituellement, je n'ai pas dit religieusement, spirituellement, sans s'éveiller intellectuellement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, que j'ai écrite dans d'autres livres, quand je parlais du numérique, c'est moi je simplifie la phrase, je dis toujours de regarder vers le haut. Alors après, on peut se dire ça, c'est que dans la dimension, une dimension un peu de questionnement en élévation, et encore une fois, oui, c'est ça. Mais ça, c'était très, très important. Quand ça vous arrive, effectivement, entre 14 ans et 17 ans, ça change votre existence. Ça, en fait, ça lui donne tout un souffle, un élan, une force qui permet... Une ouverture, une ouverture, oui, c'est ça. Alors vraiment, vous passez tout d'un coup, vous passez en cinémascope. Ouais. Exactement. On vous dit mélange de sang-froid et de sang chaud. Ça veut dire quoi, Bruno Patino ? Je ne sais pas qui dit ça. Un portrait de vous très, très ciselé. Je dirais quelqu'un qui vous connaît bien. Ils sont souvent ciselés. Oui, je ne sais pas. Sans chaud, quelque part. Je pense qu'avec les années qui passent, de moins en moins, en réalité. Mais peut-être autrefois, c'était vrai,
Aujourd'hui, je dirais un mélange de silence et de volubilité, quoi. Alors après sans froid, ça m'arrive. Sans chaud, j'essaie de faire en sorte que ça m'arrive de moins en moins. Je pense que c'est le cas. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait vous dites ça et je vous écoute avec une musique un peu de désenchantement? Non, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Ah non, je ne suis pas du tout désenchanté. Ah, ça me rassure. Parce que pour la suite de l'interview, rien que ça, je suis très contente d'être avec quelqu'un qui est enchanté. Qu'est-ce qui fait de vous un homme de gauche, Bruno Patino? Espérer des lendemains meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Je crois que malgré tout, l'histoire de la gauche, enfin d'une certaine gauche, parce qu'on va se calmer quand même, parce que je suis un homme de gauche. En tout cas, ouais. Il y a une espérance. Non, je le prendrais à l'envers, c'est-à-dire, je dirais, si vous voulez, je ne m'empêche pas de donner à la politique une inscription dans le temps qui puisse à la fois parier sur l'émancipation individuelle et sur le fait que les générations futures vivront mieux que les générations présentes. Voilà, c'est uniquement dit comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, au-delà de la gauche et de la droite, il y a des dissociations politiques importantes entre ceux qui veulent soit freiner, soit revenir en arrière, et ceux qui s'inscrivent malgré tout dans la construction du futur qui se tend. C'est la querelle des anciens et des modernes, alors on va en parler ensemble. C'est vrai, un peu au-delà de ça quand même. Alors je vous propose de vous asseoir là. Bruno Patino, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de commencer par ce livre qui a occupé vos derniers mois d'écriture, qui est publié chez Grasset, Rire avec le diable. C'est l'histoire de cette rencontre que vous faites en 92 avec le général Augusto Pinochet. Vous êtes correspondant à ce moment-là du journal Le Monde au Chili, à Santiago du Chili, et on vous invite, on vous convoque à l'endroit où cet homme qui avait déjà 3200 morts à son actif et 38 000 disparus à peu près, est toujours là, en résidence. Et vous racontez, page 51, ce moment du face-à-face, de l'entrée dans cette pièce. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous apparaît sur la question du pouvoir de ces hommes-là? Qu'est-ce qu'ils gardent comme pouvoir à la fin de sa vie? Mais en fait, si vous voulez, la question du pouvoir, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre sur quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. Enfin plus de 30 ans, et d'un homme qui a exercé le pouvoir et par un coup d'État qui a plus de 50 ans, si vous voulez. Donc effectivement, seuls les plus âgés s'en souviennent, hein, et tout ce qu'il incarnait à l'époque, c'est-à-dire le mal absolu en politique, si j'ose dire, il a été remplacé par beaucoup d'autres depuis, et donc ça peut paraître un peu anachronique. Mais en fait, j'ai... la question de l'exercice du pouvoir absolu, de l'homme fort, je mets des guillemets, qui à un moment donné exerce le pouvoir absolument sans partage. Ce qui m'a intéressé, ou ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, c'est cette mutation entre, j'allais dire, le dictateur traditionnel, et c'est l'incarnation absolue. Donc il prend le pouvoir en bombardant un palais présidentiel, il ouvre des stades pour déporter ou exiler effectivement 38 000 personnes exilées ou déportées en interne, va faire disparaître 3000 personnes ou va les tuer, et puis va régner par une peur absolue, la police politique permanente et décharnée. Alors ce modèle-là existe toujours, mais vous l'avez dit, j'ai écrit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, le numérique, la conséquence sur nos vies démocratiques, et je me disais, tiens, aujourd'hui, les hommes forts, entre guillemets, Trump d'un côté, Bolsonaro, etc., ne conquièrent plus le pouvoir en bombardant des palais présidentiels et ne l'exercent plus forcément par la police politique présente partout. Et pourtant, c'est une façon d'exercer le pouvoir qui n'est pas, à foncièrement parler, démocratique. Et donc, il m'est apparu qu'il était intéressant de parler moins du dictateur lui-même que de notre rapport à ce dictateur. Et donc,
la petite idée dans cette histoire, c'est que... La petite musique qu'on entend, c'est en effet tout ce mécanisme d'allégeance, d'emprise. La petite musique, c'est que quand tu as 26 ans, alors je fais beaucoup allusion à la chute de Camus, parce qu'il y a cette phrase où le narrateur se croit du bon côté, et puis à un moment donné, il va rire lui aussi. Et donc finalement, c'est d'une certaine façon ce qui m'est arrivé, ce que je raconte. Ça vous hante un peu, C'est-à-dire, oui, bien sûr, totalement. Vous pensez immunisé, vous pensez que vous êtes du bon côté, vous êtes jeune, vous allez voir le mal absolu. Vous dites, si j'ai le courage, je pointerai vers lui un doigt accusateur. Si j'ai pas le courage, je poserai des questions de façon timide. Mais à aucun moment, la barrière infranchissable qu'il y a entre lui et moi, nous tous, du bon côté, entre guillemets, et lui, le mal absolu, cette barrière va demeurer totalement étanche. Et bien sûr, vous apercevez que, même si vous gardez en tête en permanence, je veux dire, les charniers, les tortures, etc., cette barrière n'est pas du tout étanche. Et que donc, peut-être parce que vous êtes jeune, c'est pas ce que je crois, c'est simplement parce que vous êtes humain à un moment donné, il va y avoir des moments de connivence à votre corps défendant, des moments de rire, et que donc, quand ça vous arrive, ça remet en question d'une certaine façon, quand vous êtes jeune, la vision en blanc et noir que vous avez, et surtout le rapport au pouvoir, d'extériorité au pouvoir qu'on peut avoir. Et donc, du coup, ça enclenche toutes les questions sur la séduction qui peut être la nôtre dans les univers connectés ou autres par rapport à des Trump, des Bolsonaro, des Milei en Argentine ou ailleurs, bien ailleurs. Est-ce que vous diriez que la qualité d'empathie que ça a révélée chez vous, malgré tout, même si vous aviez, comme vous le disiez, l'impression d'être devant le mal absolu, il y avait quelque chose de plus grand dans du fait que vous étiez finalement deux êtres humains à se parler, qui se parlaient. Est-ce que c'est ça qui est en train d'aujourd'hui peut-être de changer avec l'ère numérique? Non, c'est une qualité qu'on muscle moins. Ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'en réalité, vous avez un moment de connivence, alors qu'il peut être sur... Et encore une fois, il vous amène à ce moment de connivence. Parce qu'il est habile. Bien sûr. Et vous êtes emmené dans ce moment de connivence. Et ce moment de connivence suffit symboliquement à remettre tout en cause. Aujourd'hui, si vous regardez les réseaux sociaux et la façon dont ça fonctionne, ils ne jouent que sur ça, sur cette connivence émotionnelle permanente, qui peut être la connivence avec votre rage, notre rage, avec votre colère, avec vos interrogations, vos angoisses, ce que je crois, ce que j'écris dans les dernières pages, avec nos peurs surtout. C'est-à-dire, ta peur, je la comprends, mais moi j'ai peur de rien, donc viens avec moi. Alors que la connivence avec le dictateur chilien, elle se fait malgré la peur qu'il vous inspire, c'est-à-dire je terrorise, la terreur est mon projet, je mets sous coupe réglée le pays, et pourtant malgré tout, tu as beau être terrorisé, tu vas pouvoir avoir un moment de connivence avec moi. Et donc ce questionnement-là, si vous voulez, de notre altérité par rapport à un pouvoir dont l'exercice vous révulse, évidemment, ça tire en filigrane quelque chose pour laquelle je fais le métier que je fais aussi, sans doute que vous faites le vôtre. Et puis on parlait de Victor Hugo qui parle de la vérité. C'est pour ça que je disais, c'est l'extraordinaire fragilité, à un moment donné, de cette vérité, de cette, non pas concorde commune, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais de ce terrain commun qui est le terreau démocratique sur lequel tout ça est fondé. Parce que tout ça est très fugace, finalement. En tout cas, c'est fragile. Fugace, j'en sais rien, mais fragile. Il faut en prendre soin en permanence. Et donc cette rencontre, c'est ce moment où ce questionnement-là a lieu. Et donc, comme je trouvais que c'était une anecdote plutôt à la fois qui s'inscrit dans une histoire d'il y a 50 ans, pas la rencontre, mais évidemment le coup d'État, mais qui reste quand même dans un questionnement actuel. Et donc, en fait, j'ai écrit ce livre pour les toutes dernières pages qui se passent aujourd'hui, évidemment. Et justement, si aujourd'hui je vous proposais un petit exercice, Bruno Patino, qui est d'imaginer le journaliste de 26 ans d'aujourd'hui, qui a donc grandi avec un portable dans la poche, une permanente connexion avec le monde extérieur, dans cette rencontre avec le général Pinochet, qu'il ferait, est-ce qu'il aurait autant de réceptivité que vous en avez eu à tout ce qui se passait, à l'attitude physique que vous décrivez si bien, à la façon dont l'élocution de ce général, quand il s'adresse à vous, change? Vous décrivez même qu'il est comme un chat
qui laisse sa souris se rapprocher à portée de griffe. Il y a une espèce de réceptivité à tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ère numérique ne nous a pas un peu anesthésiés de tout ça? Non, elle nous a surexposés. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous voulez, si ça s'est inscrit dans ma mémoire, c'est qu'il y avait un effet de surprise. Je ne connaissais, tout en vivant au Chili, du général, que les photos parues dans la presse, les images fugaces au journal télévisé, parce qu'il donnait peu d'interviews, il parlait, ou les discours officiels qu'il faisait face caméra. Et donc évidemment, ses yeux, sa voix, sa taille, sa corpulence, son comportement, tout ça est nouveau. C'est-à-dire que quand moi je rentre à 26 ans dans cette pièce, j'ai presque de façon fantasmagorique, parce que j'ai pu projeter justement l'impression que peut-être le sol, c'est ridicule, je sais bien, mais le sol va s'ouvrir sur moi, il va se passer quelque chose, etc. Et finalement, ce qui me surprend, c'est qu'il ne se passe rien. J'ai un bonhomme d'1m68. C'est la banalité du moment et du mal. C'est la banalité de la personne, qui est dans ses actes tout sauf banal et qui est dans son apparence absolument banale. Et sur les réseaux aujourd'hui, donc cette conquête du pouvoir, quand je disais surexposition, c'est qui peut être encore surpris par une rencontre avec Bolsonaro ou ailleurs, quand vous avez eu en permanence ces vitupérations, ces photos, ces montages, etc. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, à l'époque, le pouvoir se veut omnipotent, mais d'une certaine façon, la terreur, elle est d'autant plus grande qu'il est à la fois partout et nulle part. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce mécanisme. Enfin, il y a des endroits où, évidemment, on est encore dans ce mécanisme pur de terreur. Mais dans les nouveaux hommes forts, nouveaux exercices de pouvoir, c'est au contraire, en permanence, des stimuli émotionnels qui vous ont nourri. Donc, si une rencontre avait lieu aujourd'hui avec ce que j'appelle moi ailleurs un caudillo numérique, on va dire ça comme ça aujourd'hui, il pourrait presque y avoir une forme de déception parce que vous seriez moins surpris face à cette vitupération permanente, le fait que vous l'ayez connu, etc. Et pourtant... À moins qu'il devienne la caricature de lui-même et qu'il donne tout le temps, un peu comme Trump semble le faire à chaque fois, qu'il donne tout le temps ce numéro en spectacle. Oui, mais parce qu'encore une fois, vous avez un exercice du pouvoir, moi je le dis à un moment donné, vous avez la masse, ça se contrôle, la multitude, ça se calcule. Donc ça, c'est l'exercice froid du pouvoir. Et pour reprendre ces histoires de chaud et froid dont on parlait tout à l'heure, si vous voulez, en réalité, le stimuli émotionnel est là en permanence. Donc c'est un personnage qui conquiert le pouvoir en permanence en exerçant toute la palette de votre rancœur émotionnelle pour faire de vous son propre complice, en réalité. Alors que dans le vieux modèle, c'est la terreur pure. Mais vous avez purgé votre culpabilité en écrivant ce livre? Non, on ne la purge jamais. En tout cas, je l'ai mise noir sur blanc, si vous voulez. Au moins, voilà. C'est vrai, vous avez ri avec le diable. Alors, en tout cas, c'est un moment qui, évidemment, personnellement, m'a marqué. Je trouve que c'est un moment un peu... parce que j'avais vu les autres avant, les autres putschistes. Enfin, je raconte un peu, dans des circonstances, d'ailleurs, parfois presque grotesques pour l'un d'entre eux, en tout cas. Mais si vous voulez, donc, oui, mais je ne veux pas la purger, cette culpabilité, en réalité. Donc, je reprends votre question, parce que ce rappel-là, justement, qu'à un moment donné, vous pouvez vous-même, n'importe qui, enfin, chacun de nous, plus exactement, notre fragilité, peut à un moment donné se laisser embarquer par. Et je me dis, si à un moment donné, on peut se laisser embarquer à rire avec quelqu'un qui représentait pour vous le mal absolu, c'est qu'évidemment, on peut se laisser embarquer par n'importe qui et n'importe quoi. Donc, le maître mot, c'est la vigilance, Bruno Battino. Oui, bien sûr. Une vigilance permanente. J'ai envie, puisque nous ne pouvons pas parler de numérique, puisqu'on n'avons pas beaucoup de temps, j'ai envie de vous demander si, à travers, dans cette chaîne de télévision Arte que vous dirigez maintenant depuis 4 ans, est-ce que vous avez l'impression quand même de faire de la politique et d'éviter vraiment que cette génération qui va avoir accès à ces contenus audiovisuels soit parfaitement... voilà, mais là où je suis en désaccord avec vous, c'est sur le côté générationnel. Je ne crois pas qu'il y ait... Enfin, bien sûr que vous avez
des différences générationnelles. Et souvent, moi, je dis une chose, c'est la génération ancienne doit apprendre la vitesse et la génération nouvelle doit apprendre la lenteur. Mais les deux doivent apprendre quelque chose. Parce que dans l'accélération permanente, ça c'est mes autres livres qu'on vit, et Dieu sait si je ne suis ni technophobe, ni persuadé que les lendemains chantent de façon naturelle, si vous voulez, vous avez une espèce de croisement générationnel intéressant, comme ça a toujours eu lieu. Donc la nouvelle génération, oui, il faut lui apprendre un peu la lenteur, bon, voilà. Mais l'ancienne génération lui apprendre la vitesse. Et puis de la même façon que l'ancienne génération doit apprendre un peu à faire plusieurs choses en même temps, qui peut être parfois une richesse, et la nouvelle génération plutôt doit apprendre à se concentrer sur une... Bon. Donc c'est croisé. Mais... donc je pense que c'est multigénérationnel et on voit bien d'ailleurs les générations qui vieillissantes se mettent aussi sur les réseaux sociaux, se font happer de façon addictive exactement comme les jeunes, voire même les jeunes de temps en temps sont un peu plus armés que les vieux, je me mets dans les vieux évidemment, face à l'addiction, donc je ne crois pas du tout à cette rupture générationnelle. En revanche, ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que moi je pense qu'un média comme Arte, en tout cas les équipes, est-ce qu'on a un rôle politique au sens... large du terme, c'est évidemment pas du tout partisan, pas du tout de s'inscrire dans le débat partisan, on est service public, donc on a des sensibilités diverses et autres, mais en revanche, pensez encore qu'être au service du public, puisqu'on est un service public, c'est être au service, ou plutôt c'est prendre soin, à la fois de sa sensibilité, son intelligence et son appétence pour la complexité. Je crois que c'est ça le métier qu'on essaye de faire. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase il faut prendre soin de ceux qui nous regardent, dans un mécanisme d'accélération brutale. Etc. Et moi, j'aime beaucoup la phrase que vous venez de dire sur l'appétence à la complexité. C'est comme une endurance. Il faut maintenir cette espèce de curiosité, ou en tout cas d'accepter la complexité. Mais là où moi, je suis peut-être plus optimiste que vous, c'est que cette appétence, elle existe. C'est-à-dire que vous parliez des jeunes générations. Il se trouve qu'on a, nous, des chaînes sur YouTube ou ailleurs, et qui sont regardées évidemment par les jeunes. Et ils regardent quoi? Mais des documentaires de 52 minutes, de stratégie, pas très, exigeants, mais accessibles aussi, mais de géopolitique, de sciences, de découvertes. Et donc, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, un modèle techno-économique qui pousse à l'accélération, la fragmentation permanente et au fait de vous mettre derrière des robinets de stimuli pour faire de vous, évidemment, des consommateurs de publicité permanente, et l'appétence profonde qu'il y a pour aussi des moments de respiration et de recul. Et donc, notre métier, c'est de proposer ça. Et après, le métier des pouvoirs publics, c'est de rendre possible la coexistence de ces propositions en régulant un peu. J'ai pas du tout dit en les interdisant. En régulant. En régulant un peu, en limitant un peu la surdomination des propositions de robinet. J'aime bien l'expression. Merci Bruno Patino. Je vous rappelle le titre de votre livre, Rire avec le diable, c'est publié chez Grasset. Et excellent livre, rapide en plus, et donc rapide et lent en même temps. Merci. Merci. Merci beaucoup.